Salut. Dites-moi, est-ce que les gens cultivés que vous êtes savent ce que c'est qu'un visual novel? Oh, ils l'ont dit à question pour un champion hier. Attends, je le sais. Un visual novel ou roman visuel, Mais personne dit ça. c'est un type de jeu vidéo assez proche du jeu à choix type Until Dawn, Life is Strange ou les jeux Telltale Games qui étaient très à la mode il y a quelques temps, et qui se présente comme ceci. On retrouve un artwork qui représente le personnage à qui on parle et qui va changer en fonction de son émotion durant le dialogue, devant un décor qui va changer en fonction de l'évolution du scénario, et avec en bas des textes qui te racontent l'histoire et te retranscrivent les dialogues. Ces jeux consistent en la lecture de ces fameux textes qu'on fait défiler en pressant un bouton et où de temps en temps le joueur peut faire des choix par rapport aux réponses et aux actions de son propre personnage qui auront ou non un impact sur la suite du scénario. Parmi les plus connus, on retrouve Doki Doki Literature Club, Steins Gate, Linda Brown ou encore Higurashi. Mais là, vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec les animés japonais, parce que oui, on est toujours sur une chaîne YouTube qui parle de ça. Et bien tout simplement, ce type de jeu est très populaire au Japon, notamment ceux de drague qu'on peut aussi appeler eroge, surtout s'ils sont érotiques, et qui dit truc très populaire au Japon dit adaptation d'animé, et des animés adaptés de visual novel, il y en a des tas et des tas, de Higurashi à School Days, en passant par Steins Gate et Danganronpa, il y en a de tous les genres et pour tous les goûts. Mais qui dit plein d'adaptations dit plein de trucs super cool, mais aussi plein de trucs vraiment nuls, et comme la vie est injuste, je vais parler d'un de ceux-là aujourd'hui. Alors, vous êtes pas contents ? Si, j'exulte. Et ben c'est parfait, donc aujourd'hui mesdames et messieurs, préparez-vous à des amours interdits, des trucs bien dégueulasses et un village paumé, parce qu'aujourd'hui on va parler de Yosuga no Sora. Donc, Yosuga no Sora, aussi nommé Sky of Connection ou encore In Solitude Where We Are List Alone, est un animé de 12 épisodes débuté le 4 octobre 2010 et conclu le 20 décembre de cette même année. Il est réalisé par Takeo Takahashi, le réalisateur de Citrus, Akisora, Spice and Wolf ou encore Rosen Maiden, et scénarisé cette fois par 3 scénaristes, dont le premier qui a scénarisé les épisodes 1, 2, 5, 6, 10, 11 et 12 et qui est également le scénariste principal, Naruhisa Arakawa, qui est scénariste sur Island et Kingdom. Pour les épisodes 3 et 4, on retrouve Hiro Atsushi, qui est le scénariste de School Days et de Kiss on My Dirty, et enfin pour les épisodes 7 et 9, on retrouve Masaharu Amiya, qui a travaillé sur Tiger Mask W et encore une fois sur Island. Pour ce qui est du studio, on retrouve le studio Phil, qui était en charge de Island, Kanamemo, Kiss ou encore Origairu à partir de la saison 2. Donc on est clairement ici sur un staff OSEF qui s'est occupé d'animés dont au mieux je ne connaissais pas l'existence, et qu'au pire je trouve complètement médiocre. Mais attendez de voir le sublime scénario qu'il nous réserve, vous verrez, ça vaut le coup. Oh, ça va, épargnez-moi vos sarcasmes. Alors Yosuga no Sora, c'est l'histoire de Haru et Sora, des frères et sœurs jumeaux qui déménagent dans le petit village paumé de leur enfance. Là-bas, ils vont retrouver tout un tas de vieilles connaissances et se retrouver mêlés et se mêler à leurs histoires personnelles, sauf Sora qui est malade donc elle reste cloîtrée chez elle. Alors dit comme ça, le scénario a l'air pas trop dégueu, au pire assez basique mais c'est tout, après tout on peut résumer pas mal d'animés de la même manière. Sauf que là je vous ai fait la version ultra méga giga compressée, parce que sinon on aurait passé toute la vidéo sur le scénario et c'est pas vraiment l'objectif. Pas particulièrement parce que le scénario est ultra riche et complexe, mais plutôt parce que l'animé a eu la merveilleuse idée de fonctionner avec un système de timeline. Ouais, avec 12 épisodes, c'est des génies les gars. Donc grosso modo, on a 4 timelines. La première des épisodes 1 à 4 où Haru pécho Kazuha, la deuxième des épisodes 1, 2, 5 et 6 où il pécho Akira, la troisième avec les épisodes 1, 7, 8 et 9 où il pécho Nao, et la quatrième avec les épisodes 1, 7, 10, 11 et 12 où il pécho Sora, sa sœur. Hein? Attendez, non, attendez. Alors ce système, au-delà d'avoir une relation incestueuse qui étrangement n'est pas l'aspect le plus problématique de l'animé, pose quelques menus soucis, à commencer par le fait que c'est complètement le bordel et qu'on pige que dalle. Alors pour comprendre où ça commence et où ça finit, ça va, c'est encore assez clair, puisqu'au début de chaque épisode on te remet la fin de l'épisode précédent, il y a marqué fin à la fin de chaque arc, les titres nomment l'arc dans lequel on se situe, et au début de chacun d'entre eux, tout le monde est soudain frappé d'une amnésie générale, donc ça va, c'est pas trop dur de piger. Mais quand on arrive à des événements précis, tout d'un coup c'est beaucoup moins simple. Par exemple, dans le 4ème arc où Haru pécho sa sœur, la relation entre Haru et Nao du 3ème arc est encore canon, puisque dès le début de ce dernier, on voit qu'ils sont encore ensemble, donc ça va, c'est pas trop dur à intégrer. Sauf que dans l'arc où Haru est avec Nao, on apprend que celle-ci l'a violée lorsqu'elle était enfant, promis on en reparle après, donc du coup inévitablement elle est très distante avec lui dès le départ, et une fois que la relation aura évolué pour qu'ils soient ensemble, on l'observera quand même très peu démonstrative et assez mal à l'aise en la présence de Sora. Donc logiquement, si le couple entre Haru et Nao est canon, le viol doit l'être aussi et le comportement de Nao ne doit pas changer. On est bien d'accord là-dessus. Oui, marché.
Eh bien du coup, dans ce cas-là, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi soudain Nao change complètement d'attitude en étant très entreprenante avec Haru, en le jugeant lorsque lui l'est ou qu'il fait quelque chose d'immoral, ou en étant carrément très à l'aise avec Sora, quitte à soudain être en très bon terme avec elle, ce qui est complètement invraisemblable en connaissant l'épisode 7 ou le déroulé du 3ème arc. Du coup, on est clairement face à une Nao à milieu de celle discrète et coupable du 3ème arc, ce qui fait que je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que je dois en déduire? Le viol n'a pas eu lieu, sauf que bon, il est mentionné à l'épisode 1 et à l'épisode 7 qui sont canons dans cet arc. Donc c'est pas possible, alors pourquoi est-ce qu'elle agit si différemment? Et puis en plus, Sora, elle a pas l'air d'en vouloir à Nao, alors que pourtant elle l'a carrément surprise en train de violer son frère, et qu'en plus, elle a tapé sur son ordinateur à la fin de l'épisode 7 qu'elle l'a détesté plusieurs fois. Alors pourquoi est-ce que là elle s'en fout? Mais d'ailleurs, c'était l'épisode 1 qu'on apprend que Sora aime Haru, alors pourquoi est-ce qu'on en parle que dans le dernier arc et un petit peu dans le 3ème, alors que dans les autres, eh ben on s'en fout. Au final, elle en a rien à faire qu'il sorte avec une autre meuf. Et puis Haru, il est montré comme ayant un petit faible pour sa sœur dès l'épisode 1 qui est canon dans tous les arcs. Alors pourquoi il y a que dans celui-là où il s'est intéressant et dans tous les autres il la snob complètement? Et puis en plus... Où est la réalité? Voilà. Je pense que vous cernez le souci. À force de vouloir créer des timelines reliées à des épisodes communs, tout s'entremêle et plus rien n'a de sens lorsqu'on y réfléchit plus de 2 minutes. Et ça, c'est un énorme souci car l'histoire ne tient plus debout très vite avec tout ça. Toutefois, ça n'est pas le seul problème de ce système de timeline, car en plus de détruire l'histoire, ça détruit les personnages et l'attachement qu'on peut avoir pour eux. Ça, c'est vraiment le pompon. Et oui, parce qu'en plus de rendre imbitables leurs relations et leurs comportements, ça nous empêche carrément de nous y impliquer. Et pour que vous compreniez pourquoi, je vais vous montrer ce que j'ai vécu pendant mon visionnage. Donc imaginez-vous, vous débutez l'animé et là tout va bien. Vous faites connaissance avec les nouveaux personnages, vous découvrez une certaine Kazuha et vous vous y attachez au fur et à mesure que la relation entre elle et Haru progresse. Puis Haru découvre et résout les problèmes de sa dulcinée, officialisant enfin leur relation, vous êtes content, tout va bien, et là, bam, clap de fin à l'épisode 5, on retourne en arrière, ce couple est effacé et Kazuha est remplacé par Akira. Alors là, vous êtes décontenancé et surpris, mais malgré votre déception, vous faites l'effort de vous réimpliquer dans cette nouvelle relation, tant bien que mal, et lorsque vous commencez enfin à y arriver, boum, rebelote à l'épisode 7 avec Nao, et reboum, idem à l'épisode 10 avec Sora. On est d'accord, c'est complètement insupportable. Mais au-delà d'être insupportable, ça fait surtout qu'on ne va pas avoir envie de se réimpliquer 4 fois dans les couples et de s'intéresser aux petites tracas de la nouvelle meuf d'Haru, juste parce que l'animé nous le demande gentiment. Parce qu'à un moment, on a compris le subterfuge, on sait que d'ici 2 épisodes, tout va rebooter, donc à quoi bon s'investir une nouvelle fois? D'autant plus que l'animé, en rebootant constamment le scénario, c'est aussi les soucis des personnages qu'il dérésout. Des soucis qu'on a mis parfois beaucoup de temps à résoudre, donc déjà ça donne l'impression de régresser, mais en plus ça pose un gros problème lorsqu'on ignore complètement ces mêmes soucis lorsqu'Haru est concentré sur sa nouvelle conquête du moment. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, ces traumatismes perdurent comme le montrent les épisodes communs à ces arcs, notamment le premier qui installe ces derniers, ou certaines illustrations directes comme Sora souvent jalouse des meufs de son frère, ou encore Akira constamment seul au temple. Donc au final, on peut en conclure que l'anime met en avant et nous demande de nous impliquer dans les histoires des personnages féminins qu'uniquement quand elles sortent avec le héros, et qu'après il les ignore complètement quand Haru est avec une autre meuf. Donc on peut clairement dire que c'est une idée de merde. Mais en plus, ça me fait me poser une question. Si Haru n'est pas avec elle pour les aider, ça veut dire que leurs soucis ne vont pas se résoudre? Donc du coup, qu'est-ce que je dois en conclure? Elles vont finir malheureuses? Bande de sales monstres. Alors oui, je sais bien que dit comme ça, je chipote pas mal, je m'en rends bien compte, mais si je souligne tout ça, ce n'est pas juste pour jouer mon emmerdeur de première. C'est surtout parce que tout ça, c'est symptomatique du côté bancal de ce système de timeline, qui n'est définitivement pas assez bien pensé pour fonctionner correctement, et qui n'existe que parce que les jeux avaient plusieurs embranchements narratifs, et qu'incapables d'en choisir un seul, ils se sont dit « bah tiens, on a qu'à prendre les 4 ». Sauf que contrairement à des animés comme Higurashi où le système de timeline et de recommencement est intrinsèquement lié au concept de l'animé faisant que ça marche, ici ça ne fait que plomber les 4 histoires plutôt que de correctement en travailler une seule, car il faut bien comprendre que les personnages et leurs relations, c'est littéralement le centre de ce genre de récit, donc tu ne peux pas le louper. Alors ça, ajouté au bordel de ce qui est valable ou non entre les arcs, ça rend juste l'animé complètement imbuvable. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper des soucis familiaux de Kazuha et Akira, de la culpabilité de Nao ou du tabou des sentiments de Sora, qu'uniquement quand Haru les aime, alors que quand il ne sort pas avec elle, on devrait s'en foutre. Ça n'a absolument aucun sens de faire ça. Alors oui, je sais, l'animé ne pouvait pas revenir sur chaque histoire à chaque arc, bien entendu, ça aurait été trop lourd et trop redondant, mais pour que ça
fonctionne, il aurait fallu être plus clair sur ce qui est valable ou non entre les arcs, genre par hasard en ne regroupant pas tout dans le seul épisode commun à tous les arcs, ou en séparant les arcs par mini-saisons pour régler ces soucis d'immersion. Et si c'était pas possible, fallait faire comme School Days et ne se contenter que d'une histoire. Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin! Et vous allez voir, cette erreur va découler sur le reste de la série, puisque c'est loin d'être le seul problème de cette dernière. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra en temps voulu. C'est pas vrai, vous êtes vraiment les rois du suspense. Et tant qu'on parle de trucs pas ouf, parlons de l'animation et de la mise en scène qui, croyez-moi, n'est vraiment pas glorieuse. Entre des scènes coupées trop tôt, un rythme soporifique, des repères spatiaux chelous et de la CGI vraiment très visible, on a de quoi faire. Mais j'ai décidé de ne pas l'attaquer là-dessus, puisque beaucoup d'animés même très qualitatifs ont ce genre de problèmes qui sont souvent dus au manque de temps et de moyens dont disposait l'équipe. Donc le taquer là-dessus serait vraiment très bas de ma part. Je trouve que t'es un mec super. Parce que t'es de l'amour en énergie, t'es de l'énergie pure. Enfin, celle serait si le travail n'était que mauvais, sauf que ce n'est pas que ça, car étrangement, l'animation devient soudainement bien plus fluide et qualitative lorsqu'on a une scène de sexe ou une paire de seins à l'écran, ce qui déjà est une grosse marque de fanservice bien insistante et bien inutile, parce que bon, était-ce vraiment nécessaire de montrer les filles dans leurs moindres détails quand elles prennent un bain, de faire durer ces scènes en maillot de bain moulant bien longtemps, ou de conclure chaque arc par une scène de sexe? Non, évidemment que non. Mais ça, c'est surtout la preuve que la priorité de l'équipe, c'était ces scènes de ecchi, puisqu'ils ont préféré utiliser le temps et les moyens qu'ils avaient à leur disposition pour soigner ces scènes plutôt que de travailler l'ensemble qui, osons le dire, est quand même assez bancal. Donc en gros, si je résume le niveau d'importance de l'équipe, on a boobs, fesses, sexe, etc., plus important que tout ce qui est personnages, développement de l'intrigue et structure narrative. C'est quand même assez cocasse pour un animé de romance, ça. Et je ne regrette rien. Sauf que c'est pas tout, parce qu'en plus d'être profondément inutile et contre-productif, c'est complètement non immersif. Hein? Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Eh bien tout simplement car ils ont eu l'excellente idée de conclure chaque arc par une scène de sexe entre Haru et sa copine du moment. Mais pas la petite scène de sexe tout intimiste du style de celle entre Shinichi et Satomi dans Parasite. Non, ce serait bien trop bien pour nous pauvres spectateurs. Ici on est plutôt sur une bonne grosse scène bien explicite des familles, que je n'irai pas jusqu'à qualifier de hentai parce que bon, on n'y est pas non plus, mais tout de même bien visuel et avec des postures assez originales, dirons-nous. Toutefois, mon souci là-dedans, ce n'est pas la présence de sexe, mais plutôt que c'est quand même assez bizarre de voir un couple de gamins de 16 ans qui osaient à peine se tenir la main sans rougir plus tôt, faire des galipettes comme des acteurs de porno lors de leur première fois, comme si ça faisait longtemps qu'ils roulaient leur boss dans ce domaine. Alors ok, on n'est pas non plus sur des postures ultra méga suggestives non plus, et les professionnels en animé érotique vont certainement me dire que c'était pas grand chose, sauf que mon problème c'est qu'on croit pas une seule seconde que c'est normal venant d'eux, et du coup par extension on ne croit plus du tout au couple qu'on nous présente alors qu'on est censé arriver au point d'orgue de leur relation. Et en plus je vais quand même remettre un petit coup là-dessus, c'était vraiment pas nécessaire de nous montrer dans les détails leur relation sexuelle, surtout quand il fait ça avec sa sœur. C'est très embarrassant. À ce moment-là, certains d'entre vous me rétorqueront peut-être que c'est une fiction, et que donc logiquement ils enjolivent pas mal les choses histoire de rendre ça plus agréable à regarder. Ce à quoi je répondrai que des scènes moins explicites et plus intimistes à la Parasite ou à la Horimiya auraient largement suffi, et que s'ils voulaient absolument du ecchi, des scènes moins m'as-tu vu, plus mignonnes et avec des personnages moins expérimentés à la Futari ecchi auraient été idéal vu que ça aurait satisfait ceux qui voulaient du fanservice et ceux qui aiment l'histoire, parce que faut le rappeler, c'est une romance à la base. Donc sérieusement, pourquoi ne pas avoir fait ça à la place de ces scènes franchement trop longues et trop développées pour ce qu'elles sont? Parce que merde, voilà pourquoi. Mais le pire là-dedans, c'est que l'anime en a parfaitement conscience, puisque lors de la première fois entre Haru et Sora, il ne recommet pas cette erreur, puisque leur rapport est complètement sobre, intime et ne dure pas 6 ans. Alors bon, ça les empêche pas de partir sur une avalanche de rapports chelous par la suite alors que les personnages deviennent accros au sexe, mais au moins leur première fois est réussie. Alors bon, c'est pour le couple incestueux, mais on va dire que c'est déjà ça. Donc au final, ces scènes ne sont pas logiques dans la genèse de l'anime, ce qui fait qu'elles sortent du récit, et on se rend bien compte qu'elles ne sont là que pour exciter le spectateur et sexualiser à mort ses personnages féminins, et rien d'autre. Donc on peut dire que... C'est de la merde. Et dites-vous que le pire, c'est dans les scènes post-génériques, où justement on a un personnage qui... Quoi? Je vous ai pas dit qu'il y avait des scènes post-génériques? Ah putain, quoi est-ce que je me suis embarqué? Ok, bon, je vais aller vite. Donc, en plus d'avoir un système de timeline, Yosuga no Sora a, tel le Marvel Cinematic Universe, des scènes post-génériques après chaque épisode et qui sert de 5ème arc, putain ça n'en finit jamais, où Haru séduit cette fois cette demoiselle du doux nom de Motoka, qui est la bonne de la famille de Kazuha, et cet arc est à dominante humoristique, sauf qu'il y a un tout petit souci là-dedans, c'est que c'est pas drôle du tout. Et figurez-vous que je ne rigole même pas, parce qu'on est vraiment sur le niveau 0 de l'humour, et pour que vous compreniez bien pourquoi, je vais vous lister ce qui est censé être
être drôle, vous allez voir, on va bien spoiler. Alors on a Motoka qui attrape le Zob d'Haru par accident, Motoka qui jouit trop fort du coup ses parents l'entendent, Motoka qui désespéré quasi viole Haru, Motoka qui imitant un chien lèche le Zob d'Haru devant sa sœur, Motoka qui... Ok, pause. Animé, faut vraiment qu'on parle là. Écoute, si tu voulais faire un hentai, il fallait le faire en fait. Non, parce que là, entre l'animation obnubilée par les scènes de cul et le fanservice forcé et maintenant ça commence à se voir que c'était le cul qui vous intéressait les gars, donc sérieusement, la prochaine fois, faites juste un hentai. Ça vous fera gagner du temps à vous et à moi. Fais chier! Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Bref, on était où Ah oui, les blagues, on se fendait la gueule. Alors, on a quoi d'autre? Oh putain, c'est quoi ça? Oh non, non mais tuez-moi ce truc. Je suis trop jeune pour mourir. Non, non. Pardon pour cette courte interruption. Ok. J'avoue, ma réaction a sûrement été excessive, hein, voilà, j'exagère un peu. Oh putain. Ok. On va parler sérieusement. Celui qui s'est dit que ce serait marrant de donner une tête gigantesque à Akira avec les yeux qui tremblent comme si elle allait commettre un homicide, celui-là, virez-le. Non, je rigole pas, virez-le. Ce mec, c'est un frein pour vous et de toute façon, il va finir en tôle dans pas longtemps, donc dégagez-le. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Enfin bref, je pense que vous avez constaté l'étendue des dégâts, mais là vous vous dites sûrement que bon, pour le temps que ça doit durer, 1 minute, ça va, c'est pas dramatique. Sauf que non mes chers amis, ce n'est pas 1 ni 2, mais entre 4 et 5 minutes de ça avec ending spécifique qu'on doit subir à chaque épisode. 5 minutes de scène gênante où Motoka fait des trucs louches, où Akira ressemble à cette horreur, où la seule chose pas en chibi c'est les boobs de Motoka, et où il y a beaucoup, mais alors beaucoup trop de cul. Genre par exemple, la scène post-générique de l'épisode 1, c'est Motoka qui se touche. C'est tout. Mais par pitié quoi, sérieusement comme sorte de là. Et c'est une forme d'art de rater autant de trucs. C'est possible de faire pire encore? Oh que oui c'est possible et ce sera ma dernière partie, on va parler du propos de la série. Et vous allez voir, on est sur un sacré niveau de foirade, car autant les 2 premiers arcs qui parlent de la famille ça va, c'est pas incroyable mais ça fait le café, autant à partir du 3e et 4e arc, c'est la fête du slip. Alors commençons dès maintenant avec ce pénultième arc, dont le sujet est le viol. On va passer une bonne soirée magnifique. En effet, le centre de cet arc est le couple entre Haru et Nao, et comme je vous l'ai expliqué plus tôt, Nao a violé Haru lorsqu'il était plus jeune, ce qui fait que ce sera donc le sujet central de cette relation et par extension de cette timeline. Du coup, au début de cette histoire, on suit Haru qui, comme au début de chaque arc, tombe amoureux d'une des filles, en l'occurrence ici Nao. Sauf que cette dernière, se sentant très coupable de son acte, elle est très distante avec notre héros. Sauf qu'à force de se rapprocher d'elle, Haru va se remémorer cette agression et va aller lui en parler directement. Alors vous vous dites sûrement que c'est pour la confronter et surmonter ses traumatismes, sauf que pas du tout parce que c'est plutôt pour lui dire ceci. 嫌じゃなかったよ。初めてで戸惑って何も言えなかったけど。ここからやっと歩き出せるんだ。今日この時から。はるちゃん。 Voilà, alors est-ce qu'il faut que je vous explique où est le problème là? Oui, évidemment. Ok, alors déjà, Haru, tu es un gros menteur. On t'a vu le cul nu allongé sur le sol et regardant dans le vague comme si t'étais devenu un poisson mort, donc ça, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle ne pas savoir comment réagir pour sa première fois, mais plutôt être complètement traumatisé, gros malin. Mais surtout, est-ce que vous vous rendez compte du message de merde que vous renvoyez en disant ça? Non, parce qu'une victime de viol qui dit que ça va, il était consentant parce qu'elle était pas trop mal et qu'elle était gentille, c'est clairement atténuer la gravité de l'acte de Nao qui est quand même excessivement grave. Et montrer ce couple heureux et épanoui après ça et transformer l'agresseuse en victime dans le 4e arc n'arrange clairement pas votre cas les gars. D'autant plus qu'on a pu le voir récemment, mais les hommes victimes d'agressions sexuelles sont très minimisés et moqués par la société. Donc franchement, je ne pense pas que les victimes de ce genre de comportement ont besoin qu'on en rajoute une couche avec vos délires chelous les gars. Sauf que ce n'est que le début, car en plus de minimiser cette agression, l'anime excuse complètement l'agresseuse, et oui, écoutez ça. 両親がうまくいってなくて、いつも家の中がギスギスしてた。私、毎日苦しくて、何もかも嫌になって、はるちゃんに。でもね、誰でもよかったわけじゃなくて。 Bon là faut vraiment qu'on parle d'un truc important. Il y a une différence subtile entre excuser et expliquer un acte. Lorsque l'on explique un acte, on explore ce qui a mené à en arriver là, mais sans jamais atténuer les crimes ni la responsabilité du coupable. Par exemple dans le film Joker, on passe le film à nous montrer ce qui a fait qu'Arthur est passé du côté obscur, mais tout ça en le montrant comme un fou dangereux tout du long et en laissant planer le doute sur ses réelles raisons à la fin.
Idem dans la série Dahmer, où on explore le passé de ce célèbre tueur en série, sans jamais l'utiliser comme excuse pour justifier ses actes, et même d'ailleurs le personnage qu'il dit clairement à son père dans un des épisodes. Je me souvenais pas de tout précisément, mais je savais très bien ce que je faisais. Je n'avais pas envie, mais... c'était plus fort que moi. Mais quand on excuse un acte, là on explore ce qui l'a mené à en arriver là, tout en minimisant et en justifiant ses actes. Un petit peu comme si on disait « Oui, mais c'est pas vraiment de sa faute ». Donc pour résumer, l'un cherche à comprendre et l'autre cherche à justifier. Et cette nuance est très importante, car c'est ce qui va différencier les œuvres qui gèrent leur sujet et ceux qui se cassent complètement la gueule. Et bien entendu, Yosuga no Sora fait partie de la deuxième catégorie. Effectivement, en minimisant le crime de Nao avec la réaction d'Haru et en excusant son acte par cette histoire de parents abusifs qui est d'ailleurs au passage une excuse bien merdique, on se contente d'atténuer son acte pour la rendre plus sympathique aux yeux du spectateur, ce qui déjà est complètement raté vu la gravité de son acte, mais pire que ça la rend détestable puisqu'elle s'en sort blanc comme neige. Mais rassurez-vous, l'anime n'excuse pas entièrement ce qu'elle a fait, car notre héroïne Sora a assisté au viol de son frère et donc rejette complètement Nao, montrant bien à son frère la connerie de sa décision. Yes! Enfin quelqu'un de rationnel, merci Sora! C'est un miracle. Sauf que juste après avoir surpris son frère se taper sa violeuse dans le salon, Sora fugue jusqu'à ce que Nao la retrouve et découvre qu'en réalité, Sora elle avait juste peur d'être toute seule si son frère avait une meuf. Mais vous inquiétez pas, Nao la rassure, Sora l'accepte comme belle-sœur, Nao et Haru font l'amour dans la forêt et tout est bien qui finit bien. Ouais, je vais vomir, je reviens tout de suite. Bon, là encore, j'imagine que vous vous en doutez, mais rien ne va dans cette histoire. Alors oui, c'est très bien intégrer un personnage qui rappelle que cette relation n'est pas très saine, sauf que si ce dernier se révèle être juste jaloux, puisqu'en plus d'avoir peur d'être solo, on rappelle que Sora est incestueuse, donc jalouse de Nao, et qu'il l'accepte sans souci après avoir fait sa petite crise, ça détruit juste complètement l'opposition que ce personnage était censé créer. Et c'est pas fini. Effectivement, ce n'est pas fini ma chère Nicole, car en plus de décrédibiliser la seule personne opposée à cette relation, l'anime place Nao comme victime. Et non, je ne déconne pas, car si on y réfléchit bien, Nao n'est après sa mise en couple avec Haru qu'une jeune demoiselle innocente qui se démène pour être acceptée par la famille de son mec, tandis que Sora la rejette injustement, et puis en plus, Nao elle est trop cool parce qu'elle sauve Sora d'un incendie, donc bon, techniquement on peut dire qu'une vie sauvée égale une virginité volée, non? Ça m'énerve un peu maintenant, ça. Donc si je résume, l'anime minimise et excuse un viol en décrédibilisant ceux qui s'opposent au coupable et en valorisant ce dernier. C'est pas Jojo tout ça. Alors je n'ai rien contre la rédemption de personnages, j'adore Endeavor dans My Hero Academia par exemple, mais il y a une différence entre un personnage qui paye cash ses erreurs du passé et qui lutte dans la souffrance et contre la rancœur d'autrui pour se racheter, et une meuf qui a juste besoin de s'excuser pour vivre heureuse et être pardonnée. Tu dois arrêter de foutre la merde puis te sentir mal juste après, comme si ça excusait ce que tu avais fait. Du coup, si on synthétise, le propos de cet arc, c'est que le viol c'est ok si t'es canon et que ta famille est nulle, puisque les victimes sont toujours un peu consentantes, et puis ceux qui sont pas d'accord, c'est déjà loup et gris, donc on s'en fout de leur avis. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas un super message. C'est extrêmement grave. Ah ouais, c'est chaud quand même. Et dire qu'il va pas encore parler de l'arc sur l'inceste, comment il va le défoncer cet arc, j'ai trop hâte. Alors, non. Comment ça, non? Non, je vais pas défoncer cet arc. Attends, pardon? Et oui, car aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est sûrement l'arc le plus abouti, car c'est ici qu'on a les péripéties les plus intéressantes avec un tant soit peu d'enjeux, en même temps avec une relation incestueuse c'est la moindre des choses, mais surtout avec un bien meilleur propos que celui de l'arc précédent. Puisqu'en effet, cette quatrième histoire ne valorise absolument pas l'inceste, mais cherche plutôt à en souligner sa toxicité, avec lorsqu'Haru découvre l'amour de sa sœur, une peur et un rejet de ce dernier, pour ensuite accepter cette relation en secret, jusqu'à ce qu'elle soit découverte, les faisant être rejetée de tous, soulignant l'immoralité de cette relation, qui poussera Sora à se suicider, un suicide qui entraînera Haru dans la mort, puisqu'en essayant de la sauver, il coulera, puisqu'ils s'entraîneront mutuellement au fond de l'eau. Ainsi, l'anime montre cet amour comme un péché immoral, qui lorsqu'on y succombe, ne mène qu'au rejet et à la perte des individus impliqués, soulignant sa toxicité. Ce qui est selon moi une façon très intéressante et assez audacieuse de le traiter, surtout avec sa fin tragique. C'est quoi le contraire du mot, le contraire de nul à chier, c'est... bien? Oui, voilà! C'est bien! Ouais, c'est cool, et puis un bon thème, ça nous change, quoi. Et là, imagine, il reste 5 minutes à l'animé, ces 5 minutes vont tout gâcher.
Non, je rigole. Mais imagine quand même. Oh non, c'est impossible, ça peut pas être vrai. Et si, mes chers amis, car en réalité, Haru et Sora ont survécu miraculeusement à leur noyade et décident de quitter la ville pour vivre heureux ensemble, et ça avec l'approbation affectueuse de leurs anciens amis, sauf de Kozue qui a le seum car elle était amoureuse d'Haru. Donc on passe d'une relation impossible qui ne peut apporter que du malheur apportant un propos assez juste mais sans détruire les personnages, à un propos montrant l'inceste comme pas si mal, et ceux qui ne sont pas d'accord comme des rageux. Franchement, à ce niveau, je me demande sérieusement si vous faites pas exprès de tout rater, les gars. Vous avez qu'un sort vous-même. Et c'est pas le seul problème de cet arc. On a par exemple l'idée chelou de rendre Haru et Sora accro au sexe qui fait que leur relation devient purement sexuelle. Alors à la limite, on peut voir ça comme une espèce d'idée d'accentuer le côté vicieux de leur couple, mais étant donné qu'ils en font trop, c'est juste mal fait. On a également le changement de comportement trop soudain des amis d'Haru, ou surtout le choix de Nao en copine d'Haru plutôt que Kozue. Car vous vous êtes sûrement demandé pendant mon résumé d'où sortait cette Kozue. Eh bien tout simplement de nulle part, car juste à partir de l'épisode 11, c'est elle qui fait la morale à Haru et prend le plus mal sa proximité avec sa sœur. Ce qui fait qu'elle passe au premier plan à la place de Nao, qui étrangement ne prend pas si mal que ça que son mec est en couple avec sa sœur, et que Kozue passe juste pour une jalouse aigrie. Mais vous savez, c'était assez facile de régler ce problème, il fallait juste mettre en couple Haru avec Kozue, et non avec Nao dans cet arc. Comme ça, la réaction de Kozue est justifiée puisque c'est son mec, Nao reste celle du troisième arc, elle ne change plus de personnalité, on est pris d'empathie pour Kozue puisque elle n'est pas une violeuse, et surtout ça nuance le propos, car ainsi la seule personne contre cette relation n'est pas juste aigrie, mais est une victime collatérale de cette relation qu'on comprend et avec qui on peut être d'accord de ce sujet. C'était tout simple, bordel. Et tout ça, figurez-vous que ça me fout les boules, parce que comme je vous le disais plus tôt, c'est l'arc le plus abouti de la série, ce qui fait que j'avais vraiment pas envie de lui taper dessus. Surtout qu'il y a de vraies bonnes idées dedans. Par exemple, pour montrer que la relation entre Nao et Haru est à sens unique, on a des scènes où Haru a le visage dans l'ombre en contraste avec l'euphorie lumineuse de Nao. On a également le contraste entre la remise en question constante d'Haru et l'enfoncement aveugle de Sora dans leur relation, ou encore le fait que Haru et Sora coulent dans le lac parce qu'ils sont deux, montrant que c'est leur couple qui les mène vers leur perte. Bref, il y avait vraiment de quoi faire quelque chose de cool, voire même, j'ose le dire, quelque chose qui aurait pu me plaire. Mais ils ne l'ont pas fait, et ça c'est le résumé de la majorité des soucis de l'œuvre, ce qui explique d'ailleurs que je parle beaucoup de détails dans cette vidéo. Ce sont pas vraiment des mauvaises idées en soi, sauf celle-là elle est vraiment catastrophique. Mais mal exécutée, tout ça tourne à la catastrophe. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que ces idées ont mal été exploitées ? Comment on en est arrivé à un tel niveau de fiasco ? Eh bien pour moi, tout découle d'une seule et unique erreur à l'origine de ce projet, à savoir l'idée de mettre des timelines. Ah non, vous allez pas recommencer à me bourrer le mou avec vos tourelles. Alors si, je vais encore vous emmerder un petit peu avec ça, mais ne vous inquiétez pas, normalement ça va aller vite et je vais pas faire que de râler. Donc si vous vous rappelez, tout à l'heure, lorsqu'on parlait des timelines, j'ai dit que s'il y en avait, c'était uniquement parce que le jeu d'origine avait divers embranchements narratifs. Et bien pour moi, tout ça c'est la preuve d'une chose, c'est que l'équipe qui a fait cet animé n'avait absolument aucune idée de comment adapter un visual novel. Et attention, je ne dis pas ça pour les descendre en mode « Ouh, regardez comment ils sont trop nuls !» Non, c'est très dur d'adapter un visual novel parce que ce type de support pose pas mal de contraintes. Dans ces derniers, on n'a que des artworks et des décors fixes, on n'a pas ou très peu de mise en scène, on a plusieurs histoires qui visent à donner de l'importance aux choix que vont faire le joueur, et on a un protagoniste qui n'a souvent aucune personnalité puisqu'il est censé être l'incarnation de la personne qui est en train de jouer. Bref, il y a beaucoup de difficultés quand on se lance dans ce genre de projet, et nombreux sont ceux qui s'y sont cassés les dents, et ici on a un cas flagrant, puisque prendre la décision de conserver tous les arcs narratifs à travers ce système de timeline, c'est un immense aveu d'échec de la part de l'équipe. Concrètement, sans savoir comment pallier à ce souci de qu'est-ce qu'il fallait adapter dans ce jeu, ils l'ont simplement contourné en choisissant ce système de timeline, et cette décision engendrait pas mal des autres problèmes de l'animé, tels que les incohérences qui viennent du fait qu'à l'origine les intrigues sont censées être indépendantes, les propos problématiques qui viennent d'un simple recopiage des arcs sans remise en question ni retravail, avec en plus des tentatives foirées de rendre les personnages plus appréciables en les rendant pas 100% coupables de leurs actes, le fanservice du côté érotique du jeu qu'ils essayent de retransmettre dans cet animé, et on peut appliquer ça à pas mal d'autres problèmes de l'animé, et tout ça c'est assez rageant, car on perçoit vraiment cet animé les fondements d'une potentielle bien meilleure œuvre, puisqu'on sent l'équipe bien plus intéressée par la quatrième histoire que par toutes les autres. De là, s'ils n'avaient conservé que cet arc en le retravaillant mieux et en y ajoutant potentiellement la relation entre Haru et Kozue dont je parlais tout à l'heure histoire de rendre le tout plus cohérent, on aurait pu avoir un animé avec une thématique intéressante et osée, des personnages mieux travaillés, une mise en scène digne du niveau du quatrième arc, et plus de logique, donc il y avait vraiment de quoi faire, et c'est ça qui est très frustrant dans cette adaptation, c'est vraiment qu'on a ce sentiment de potentiel gâché. Sauf que si je vous en parle, ce n'est pas uniquement pour vous parler du potentiel gâché, mais plutôt car je considère cet animé comme le meilleur exemple de
de ce qui se passe lorsque l'on prend un staff pas forcément à la hauteur de sa mission et surtout à qui on ne laisse pas assez de temps, puisque généralement, ce n'est pas eux qui décident du projet sur lequel ils travaillent, ils sont en réalité engagés sur une œuvre donnée et généralement avec un délai temporel et financier assez compliqué à respecter. Chez nous, on fait pas de l'art, on fait du business. Et là, avec cet animé, on est vraisemblablement dans le cas où ces délais ne leur laissaient pas assez de temps ni de moyens pour travailler leurs idées. De là, pour satisfaire les fans du visual novel, ils ont pris le choix de faciliter en utilisant cette timeline, histoire de coller au plus proche de ce dernier, et je suis même prêt à parier que les propos merdiques étaient pas vraiment volontaires. Alors tout ça, ce n'est que pure hypothèse de ma part, et on peut pas vraiment le vérifier, et on ne peut pas non plus ignorer la responsabilité de l'équipe dans cet échec, puisque c'est quand même leur création. Toutefois, à partir du moment où on voit des gens harceler le staff d'animé qui leur ont déplu, quitte à carrément les faire quitter le métier, je pense qu'il est tout de même nécessaire de rappeler que souvent ce n'est pas vraiment la faute de l'équipe si l'animé est médiocre, mais plutôt des conditions de travail insuffisantes dont ils disposent. Et aussi accessoirement que harceler et insulter les gens c'est complètement idiot et contre-productif. Bien parlé. Écoutez l'instrument. Donc au final, que retenir de tout ce blabla interminable? Eh bien plusieurs choses. Premièrement, ne pas harceler les gens, parce que visiblement c'est pas rentré dans la tête de tout le monde. Deuxièmement, que le travail en Japanimation c'est pas si simple que ça. Troisièmement, de vous renseigner avant de voir un animé. Alors bien entendu, si vous êtes comme moi et que vous aimez la surprise et l'exotisme, pas besoin, mais si vous voulez savoir si l'animé que vous allez voir risque de vous plaire ou non, ça peut être un indicateur intéressant, parce que bon, quand tu vois Island des Kisixis dans le CV des gens qui ont travaillé sur l'animé, c'est assez simple de deviner que le ecchi sera bien présent, voire dominant. Alors après, c'est pas non plus une règle immuable, on a d'ailleurs vu des exceptions sur la chaîne, mais ça donne quand même une petite idée, d'où pourquoi est-ce que je vous précise à chaque début de vidéo qui est-ce qui a travaillé sur l'animé dont je vais vous parler. Comment voulez-vous que je comprenne? Quatrièmement et dernièrement, que faire une adaptation et plus précisément une adaptation de visual novel, ce n'est pas si simple. Comme vous avez pu le constater ici, choisir la solution de facilité ne paye pas toujours et il est très facile de se piéger dans les difficultés que réservent ces adaptations. Et ce n'est pas que le cas des petits studios, figurez-vous, on a également pas mal de gros studios qui se sont complètement ramassés au moment d'adapter du visual novel. Donc comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Par conséquent, la prochaine fois que vous verrez une adaptation de visual novel, repensez à tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et qui sait, si elle est réussie, peut-être que vous l'apprécierez d'autant plus.